France 24, RFI et Public Sénat présentent Bienvenue pour la seconde partie de notre grand débat Journée de l'Europe, toujours sur France 24, RFI et Public Sénat. Nous sommes d'ailleurs toujours en compagnie de notre trio institutionnel de choc. Maria Gabriel pour la Commission européenne, Clément Beaune pour le Conseil, représentant de la France en tout cas, et pour le Parlement européen, Raphaël Glucksmann. Et nous ouvrons de nouveaux chapitres ensemble, toujours avec des réactions d'internautes. Et on commence avec cette vidéo envoyé par Julien de Paris. Qu'est-ce que les Européens peuvent attendre de l'Union européenne après la paix, la libre circulation, la monnaie unique, Erasmus, la citoyenneté, l'Europe du quotidien? Qu'est-ce qui peut faire rêver les Européens d'être ensemble à 27? Raphaël Glucksmann, faites un peu rêver Julien et nous avec. Je vais essayer de faire rêver Julien. Moi, je veux surtout que Julien sache qu'on est face à d'immenses périls. Et donc, ce n'est pas une question de rêve, c'est une question de survie. Et que l'Union européenne, c'est la bonne échelle pour mener le Green Deal, pour mener la transformation écologique de notre continent et avoir un impact sur les règles globales. Parce qu'en fait, à l'échelle de notre nation, eh bien, nous subirons les événements, nous subirons la catastrophe climatique, nous subirons l'ascension du modèle autoritaire chinois, nous subirons les lois des multinationales. Si nous opérons un véritable tournant des politiques européennes, alors nous aurons l'échelle suffisante pour imposer des règles telles le devoir de vigilance des entreprises à l'échelle globale, pour donc restructurer les chaînes de production des multinationales. Nous pourrons imposer des normes environnementales à l'échelle du globe. Avec cette échelle européenne, nous pouvons faire face à l'affirmation des régimes autoritaires et préserver un espace démocratique en le rendant conquérant sur la scène mondiale. Et donc, il y a finalement pas besoin de rêver, il y a simplement besoin d'être réaliste, de voir quelles sont les menaces qui pèsent sur nous et de comprendre que c'est à l'échelle européenne qu'on peut y faire face. Moi, je crois que l'Europe est née du pire conflit de l'histoire humaine, en tout cas de l'histoire de ce continent. Et finalement, c'est le produit d'une tragédie. Et jusqu'ici, on a cru que la mémoire pouvait tenir lieu de projets politiques. C'est-à-dire qu'en rappelant cette vieille tragédie, on allait donner sens à l'Union européenne. Et moi, je pense que c'est précisément face aux tragédies de l'avenir possible que nous redonnerons sens à l'Union européenne. Et donc la première de ces tragédies, c'est la catastrophe climatique. Moi, ce que j'aimerais, c'est une Europe qui se mette au service de la lutte contre le dérèglement climatique et qui fasse du Green Deal européen un projet phare pour le monde. Mais Maria Gabriel, rappelons quand même que vous êtes commissaire en charge de la jeunesse. Les 27 présentent leur grand plan de relance nationaux à Bruxelles en espérant pouvoir, grâce à cette manne bruxelloise, sauver une Genève qui a été un peu sacrifiée pendant 2 ans. Écoutons tout de suite cette question que nous a enregistrée un étudiant, Alexandre, depuis Perpignan. Avec le développement du tout numérique, comment ne pas laisser des jeunes sous le bord du chemin de la relance et de l'emploi? Question très directe, Maria Gabriel. On doit le reconnaître, la jeunesse a été dans une des situations les plus difficiles pendant la dernière année et demie. Mais en même temps, je pense aussi que c'est le moment de dire merci à tous ces jeunes qui sont restés mobilisés, qui ont montré des signes extraordinaires de solidarité, qui ont été créatifs, qui ont innové. Nous avons quelques instruments qui sont très positifs. Parlons du programme Erasmus+, un programme phare. Les Européens classent le programme Erasmus+, comme le 3e exemple d'une histoire européenne du succès. Aujourd'hui, nous avons doublé le budget du programme Erasmus+, 28 milliards d'euros. Ça veut dire que les 7 prochaines années, nous allons donner la possibilité à 10 millions de citoyens européens de profiter de ce programme. Voyager aussi, parce que ça n'a pas été possible vraiment pour cette jeunesse pendant 2 ans. D'abord, ça donne beaucoup plus de possibilités de mobilité parce que le programme Erasmus+ ne sera pas exclusivement dédié à l'enseignement supérieur. Pour la première fois, nous allons offrir la mobilité aux écoles, mais aussi à ceux qui sont plus adultes et qui ont besoin d'expérience. Ensuite, nous allons créer le programme Erasmus Vert où notre jeunesse pourra nous montrer que la question qui est liée au pacte vert, ce n'est pas une question de choix de transport, c'est une question
question d'engagement dans un projet pour lequel on travaille pour le mettre en œuvre. Et ça, c'est indéniablement un très bon signe pour eux. Ensuite, dans le cadre numérique, il y a une grande nouveauté. Nous donnons aussi la possibilité à nos jeunes d'effectuer aussi des mobilités au début online pour ne pas justement les mettre de nouveau dans une situation de blocage. Je les rassure tout de suite, la mobilité virtuelle ne remplacera jamais la mobilité physique. Elle reste au cœur du programme. Mais il est vrai qu'aujourd'hui, nous avons besoin de cette jeunesse. Et quand on parle des plans de relance, il y a des objectifs qui sont très clairs. 20% dédiés au numérique. Quelqu'un peut imaginer le numérique sans investir dans les infrastructures numériques, dans les écoles, dans les compétences numériques pour avoir toutes ces personnes qui seraient capables de maîtriser la technologie pour qu'on puisse s'assurer que nos valeurs sont respectées. Quand on parle du pacte vert et de l'objectif de 37%, quelqu'un peut imaginer que cela puisse être réalisé sans la jeunesse? Et on poursuit d'ailleurs avec cette question de Michel. Clément Beaune, elle a été posée sur nos réseaux sociaux. Et il se demande pourquoi ne fait-on pas marcher encore plus la planche à billets pour relancer la croissance européenne? L'inflation est-elle réellement la seule raison? C'est une question très concrète. En tant que jeune, Michel, il ne comprend pas. Faire marcher la planche à billets ne coûte rien à l'Europe, non? Alors qu'est-ce que vous lui répondez? La Banque centrale doit-elle injecter plus d'argent dans l'économie, Clément Beaune? La planche à billets, comme l'argent en général, c'est pas totalement magique non plus. Donc on ne peut pas imaginer qu'il n'y a aucune limite à ce fait de créer de la monnaie. Mais néanmoins, Michel a raison, l'importance de l'action de la Banque centrale dans cette crise est absolument essentielle. Elle a, pour reprendre l'expression traditionnelle, fait marcher beaucoup la planche à billets. On nous compare souvent aux États-Unis. Et souvent, on a l'impression que les Américains font beaucoup plus fort, beaucoup plus vite que nous. Sur le plan monétaire, ça n'est pas exact. La Banque centrale européenne, dès le mois de mars 2020, a racheté beaucoup de titres sur les marchés, concrètement a injecté beaucoup d'argent. Et ça a soutenu l'économie très concrètement, parce que ça paraît toujours un peu abstrait. Ça a soutenu les entreprises, ça a permis des prêts à très bas coût ou à coût nul. Et cette action de planche à billets ou d'action monétaire de la Banque centrale, elle est extrêmement puissante et Christine Lagarde, sa présidente, la Banque centrale européenne l'ont dit, ça continuera le temps nécessaire à soutenir la crise. Et à côté de ça, on a aussi utilisé notre budget. C'est aussi de l'argent qu'on met ensemble pour financer notamment la relance. C'est le plan de relance européen de 750 milliards d'euros qu'on finance aussi par de l'emprunt. Mais après, il faut être clair, une dette se rembourse progressivement. Et d'ailleurs, ça n'est pas très grave, comme le disait Michel, parce que nous avons aujourd'hui une situation d'emprunt qui est favorable, mais il ne faut pas croire que les dettes s'effacent, que la planche à billets fonctionne sans aucune limite. Et donc il faut aussi qu'on soit sérieux dans la gestion de cet argent, et sans doute après la crise, pas trop vite, parce que parfois les Européens sont allés trop vite pour revenir à la situation d'avant-crise, nous devrons quand même adapter nos règles budgétaires, notre politique monétaire, mais cela viendra un peu plus tard. En tout cas, il faut être clair, l'action européenne budgétaire et monétaire, tout l'argent qui a été injecté dans cette crise, c'est aussi un modèle européen de solidarité, de protection qu'on a activé, franchement, plus que partout dans le monde pendant cette crise. Et donc, il faut l'avoir en tête aussi. Raphaël Glucksmann, nous avons reçu pour cette fête de l'Europe beaucoup de commentaires négatifs ayant trait à la solidarité et la générosité européenne, malgré ce grand plan de relance que vous mentionnez tous de 750 milliards d'euros. Dominique vous demande, quelle Europe? L'Europe des peuples ou l'Europe des marchés? Moi, je voudrais dire d'abord, avant de répondre à Dominique, à Michel, eh bien, qu'il a raison. Et si c'est vrai que la solidarité a fonctionné et que finalement les États et l'Union européenne ont été là pour éviter que tout ne s'effondre pendant cette crise, les plans de relance sont trop faibles. Et quand on les compare aux plans de relance américains, on comprend qu'il y a finalement une pusillanimité au niveau européen. Et que j'espère que ça n'annonce pas, Monsieur Beaune, ensuite un tour de vis. Parce qu'en réalité, on est en train de clore un cycle là. Et il faut qu'on arrive à le comprendre. On clôt le cycle de l'orthodoxie budgétaire et on clôt aussi le cycle du libre-échange généralisé et de la concurrence libre et non faussée érigée en dogme. Et c'était ça, l'Europe des marchés. Et en fait, il y a besoin là d'un retour du politique et de la cité. L'écologie le demande, la situation sociale le demande.
Le fait aussi que nous cessions progressivement d'être un continent de producteurs l'exige. Il y a la nécessité justement de passer, pour répondre à Dominique, à une Europe politique et non plus une Europe qui se contente d'être un marché et qui considère les règles qui sont somme toute des règles aléatoires, qui ne sont fondées en rien sur du sacré ou sur la volonté d'un Dieu, qui considère ces règles comme une religion. Il faut sortir de cela. Pendant la crise, on a su sortir de cela, mais il faut que ça soit définitif. Il y a une politique qui a été menée, il faut le dire aussi, parce que je suis sûr que M. Beaune est d'accord avec moi, qui a été menée suite à la crise financière d'il y a 10 ans, qui a été catastrophique, qui a conduit les Grecs à vendre le port du Pirée aux Chinois, les Portugais à vendre leurs banques, tout cela pour éviter le déficit budgétaire. Et finalement, on a eu une Europe qui est sortie exsangue de la crise financière. Il ne faut absolument pas reproduire la même erreur. Il faut désormais affirmer une puissance politique européenne. Ça passe par des plans de relance plus ambitieux et par une rupture avec les logiques qui ont conduit l'Europe dans le mur sur 30 ans. Et ça passe aussi peut-être par l'innovation. Maria, Gabriel, on a longtemps été un continent à la pointe de la high-tech et il n'y a plus maintenant, s'inquiète cette toute jeune fille, Féodora, 14 ans, de Saint-Germain-en-Laye. On l'écoute. Comme j'ai vécu en Californie, j'ai remarqué que beaucoup de startups allaient s'installer là-bas par manque de financement en Europe. Alors, qu'est-ce que l'Europe peut faire aujourd'hui pour l'innovation ? Maria Gabriel, votre réponse à Féodora ? Bon, tout d'abord, merci pour cette question. Je réponds tout simplement que l'Europe a besoin maintenant de transformer son leadership en science, son leadership en innovation. Parce que je rappelle qu'encore aujourd'hui, c'est l'Europe qui investit 20% dans la recherche et le développement au niveau mondial et nous avons 25% de publications scientifiques au plus haut niveau. La question, en effet, est maintenant, qu'est-ce que nous pouvons faire pour être des leaders en innovation ? La première bonne chose, c'est que nous nous sommes dotés d'instruments nouveaux qui vont aider nos startups et nos petites et moyennes entreprises de pouvoir pas seulement créer un produit, mais surtout avec le produit de procéder au déploiement et de créer des marchés. Je fais référence ici au Conseil européen de l'innovation, doté d'un budget de 10 milliards d'euros et dont 70% du budget va aux petites entreprises et aux startups. Est-ce que c'est suffisant ? Certainement pas. Nous devons établir des synergies avec l'Institut européen de l'innovation et de la technologie qui, lui, travaille sur une approche beaucoup plus décentralisée. Est-ce que nous devons attaquer la fragmentation du marché ? Oui, c'est pour cela que nous avons besoin d'un nouvel espace européen de l'innovation. Nous avons l'espace européen de la recherche, l'espace européen de l'éducation. Je pense qu'il est venu le temps de parler aussi de l'espace européen de l'innovation. Nous devons définitivement faciliter l'accès aux informations, aux réseaux et au financement pour nos entreprises. Nous avons des bons instruments au niveau européen, mais il va falloir qu'on travaille à un cadre qui soit européen et qui soit cohérent. Ce travail, je suis heureuse de le dire, a commencé il y a quelques mois. Je dois ici mentionner l'excellente initiative du président Macron, le Scale Up. Clément, c'est un plaisir de travailler ensemble sur cette initiative et je pense que c'est exactement cela notre chance. L'Europe, oui, elle a quelque part été en retard pendant la deuxième et presque la troisième vague de l'innovation. Mais la quatrième vague, la soi-disant deep tech, nous avons de véritables leaders. Nous avons des licornes. Maintenant, la question est de leur faire sentir que l'Europe est leur maison et je pense que nous y sommes dans la bonne direction. Alors, il y a du boulot pour leur faire sentir. Est-ce que nous avons reçu des milliers de messages, preuve de l'intérêt que suscite vraiment l'Union européenne et la journée de l'Europe, mais nous devons reconnaître qu'il y avait beaucoup de messages très négatifs, voire injurieux, parmi lesquels celui de René, l'Europe horrible machin tenu par les plus riches sur Terre et destructeur des pays adhérents, stop, ou encore Michael, l'Europe, elle n'est pas morte. Alors, qu'est-ce que vous répondez à ces haters, Clément Beaune ? D'abord, c'est bien, et je ne sais pas un commentaire diplomatique, qu'il y ait aussi, et que vous les relayez d'ailleurs, des messages critiques, parfois très durs, parfois haineux, contre l'Europe. Bon, c'est un objet démocratique, l'Europe. D'ailleurs, tous ceux qui disent que c'est parfois une sorte de pensée unique ou de religion européenne, voire d'absence de démocratie, doivent dire ce qu'ils pensent et quel est leur projet aussi. Parce qu'il faut critiquer, mais il faut essayer de voir ce qu'on peut faire de mieux ou à la place pour ceux qui voudraient remplacer l'Europe. Moi, je pense qu'il faut, encore une fois, c'est pour ça que le 9 mai est important, pas pour être dans le regard vers le passé, mais comprendre d'où vient tout cela. Imaginez ce que serait aussi notre continent si nous n'avions pas
eu un projet de réconciliation, si nous n'avions pas eu un projet de liberté dans les années 80-90. Et aujourd'hui, on doit avoir un projet, je crois que ça répond aussi à ce sentiment, parfois justifié, cette colère, une Europe de protection. Une Europe qui soit, et c'est difficile à construire, puissante, qui ne soit pas naïve, qui soit capable de défendre ses intérêts, ses valeurs, on le disait, face à la Chine, face parfois à ses alliés, comme les États-Unis, qui soit capable de sanctionner un certain nombre de pratiques internationales qui ne vont pas, soit capable de se protéger sur le plan climatique, par exemple, en étant ambitieuse pour elle-même et en exigeant que ceux qui exportent vers l'Europe de partout dans le monde respectent nos exigences en matière sanitaire, alimentaire, environnementale. Cette Europe-là, on peut la construire. Et la question est toute simple. Quand ça ne fonctionne pas, est-ce qu'il vaut mieux tout casser et revenir chacun dans son coin, chacun dans son couloir et penser que comme cela, c'est une vraie question, on affrontera mieux la Chine ou la Russie ou d'autres? Ou est-ce qu'on essaye de garder ce qui marche dans cette coopération et de l'améliorer? Et on a vu ces dernières années, c'était vrai sur la relance, c'était vrai sur le travail détaché, que les problèmes internes et externes de l'Europe, on était capable, si on se battait, et c'est encore insuffisant, mais il faut y arriver, on va y arriver, d'améliorer cette Europe. Donc c'est un vrai champ de débat démocratique, c'est pour ça que c'est bien d'en parler, et pas d'en parler parce qu'on a tous la même idée sur l'Europe et qu'on est tous enthousiastes et qu'on chante tous l'hymne à la joie, mais parce qu'on a le droit d'avoir ce débat, parce qu'on a besoin de faire de l'Europe un vrai objet politique pour la transformer, pour la réformer, pour l'améliorer. Mais réfléchissons bien avant de la casser, de considérer qu'elle ne nous a rien apporté. Merci à vous trois, en tout cas, d'avoir amélioré notre compréhension de cette Europe et de cette fête 2021 très spéciale. Fin de cette émission, d'ailleurs, spéciale sur la journée de l'Europe. Merci à vous, à la représentation en France de la Commission européenne, du Parlement européen, aux Maisons de l'Europe, au CIED également, qui étaient nos partenaires. Et merci à nos téléspectateurs sur France 24 et sur Public Sénat et nos auditeurs de RFI de nous avoir envoyé leurs questions. Sur nos 3 médias, les sujets européens restent au cœur du débat et à très bientôt sur nos antennes pour de nouvelles aventures européennes.